podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Simon. Yes, tu vois, c'est mon objectif de rajouter un peu plus de voix, un peu plus de soleil dans ma voix après m'être écouté un peu dans la voiture ces derniers temps. Un peu plus d'énergie. Moi aussi, je nous ai réécouté la semaine passée. C'était la première fois en 6 mois que je faisais ça, prendre le temps de se réécouter. Vraiment. Ben, c'est toujours à la fois intéressant, mais weird d'écouter sa propre voix. Mais non, un beau petit bout de chemin qu'on a fait là. En fait, on start un peu avec ça ce matin. Cet épisode-là, on va regarder un peu derrière nous et un peu vers le futur. Oui, écoute, je pense que c'est bon à un moment donné. Puis bon, on ne se fait pas de cachette, non? On arrive au 16 décembre aujourd'hui. Moi, je vous scoop le jour de l'enregistrement. Bon, on arrive à la fin de l'année, donc on pense toujours un peu à qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est toujours le bon moment pour se faire une petite rétrospective. Fait que, ouais, on s'est dit, regardons un peu qu'est-ce qui a été fait durant l'année, puis qu'est-ce qu'on croit s'en vient sur le radar. Puis, ben, on s'est dit, on pouvait même commencer à regarder peut-être en présentant un peu c'est quoi Intersection, on est rendu où? Parce que, bon, ça fait quoi? Ça fait 6 mois maintenant qu'on s'amuse avec ce beau projet. Donc, toujours intéressant après ça, comme on dit, au-delà de s'écouter, d'avoir quelques chiffres un peu pour se donner un peu de perspective, puis peut-être regarder ça l'année prochaine, puis se dire, hey, ben, on a quand même déjà un bon chemin de parcouru. Là. Exactement. Fait que, comme vous le savez peut-être déjà, ou peut-être pas, on est pas mal présent sur une couple de plateformes, autant LinkedIn que Spotify, Apple Podcast. On a aussi TikTok nouvellement pour ceux qui nous ont peut-être vu passer par là. Fait que TikTok va quand même relativement bien. C'est le festival de la views sur TikTok. On parle de 8900 views des capsules qui ont été effectuées sur TikTok. Donc, écoute, TikTok, c'est comme pêcher à la dynamite. Là. Moi, je garoche des affaires là-dedans. Puis, on ne fait pas nécessairement de promo, mais on regarde ce que l'algorithme va nous amener. Puis, visiblement, il y a de la views qui se passe là. Puis, il y a des curieux, il y a des gens qui sont intéressés par la tech sur TikTok parce que l'algo permet de découvrir des choses extrêmement nichées pour ses utilisateurs. Ben oui, puis je pense qu'en plus, le format de ce qu'on y publie, c'est-à-dire que on ramasse des petites clips savoureuses avec des sous-titres. Donc, rapidement, je pense que c'est des choses que si les gens, si TikTok consomment, voient passer, ben effectivement, il y a des chances que ça attire leur attention puis que ça fonctionne. Je tiens à dire que je résiste toujours pas encore de compte TikTok. Je ne sais pas combien de temps je vais faire pour tenir encore, mais j'essaye. Dans l'envers du décor, on se lance des liens quotidiennement, moi et Joe. Puis là, moi, c'est sûr que la majorité de mes liens proviennent de TikTok. Fait que je viens en garoche jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils décident d'ouvrir un compte pour aller pouvoir les voir, pour pouvoir aller les voir. Il fut un temps où tu pouvais les consulter quand même. Puis, tu n'étais pas dans l'obligation d'avoir un compte, mais là, ils ont changé ça dans la dernière année, malheureusement. Ils ont compris. Ouais. Si on reste dans les stats, pour Spotify plus spécifiquement, on parle d'une 34-35 abonnés pour l'heure, donc c'est quand même chouette. On n'a pas, comme tu le dis, on n'a pas parti ça en se disant on a un objectif, on va atteindre 1000 abonnés ou quoi que ce soit. On est juste content d'avoir des abonnés. On parle de 305 lectures, dans le fond, depuis le début. À peu près une vingtaine de lectures par épisode. Ça, c'est juste pour Spotify. Fait que c'est quand même intéressant. Si on va du côté de YouTube aussi, là, on parle de certains épisodes là, qui ont enregistré plus d'une quarantaine là, de views, etc. Donc, quand on rassemble tout ça, finalement, on se rend compte que c'est pas si pire. On n'est pas dans une chambre d'écho. On parle quand même, puis il y a des gens qui ont envie d'écouter ce qu'on a à dire. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci d'être là. À nos auditeurs, fidèles auditeurs. Je regarde Spotify aussi en même temps. On parle de 57 heures de consumption, de consommation. Ouais. Ce qui est, tu mets ça bout à bout, ça fait quand même pas mal d'heures. Fait que non, on est bien content de ce début modeste et passionnant. Puis on verra où ça va nous mener dans les prochains mois, prochaines années. Mais en tout cas, le projet Passion se poursuit de notre côté, ça c'est sûr. Oui, puis je pense qu'inévitablement, janvier et nouvelle année va donner lieu à bien du gaz pour avoir envie de parler de plein d'affaires parce que souvent, on n'est pas les seuls qui vivons un peu cette période d'un peu d'excitement-là. Fait que ça se transforme dans les entreprises. Ça devient un moment où justement, eux vont planifier de lancer des nouveaux produits, lancer des nouveaux services. Fait que c'est clair que des gars comme toi et moi, on va avoir bien de l'essence pour s'amuser.
Exact. Si la grande messe des gadgets qui est le CES, c'est au début, je pense, janvier, Janvier, février, janvier. Fait que, tu ouais. sais, dès le retour à chaque année, on a Tu sais cette qu'un jour, grande. je vais me le payer. Hein. Je n'ai toujours pas fait. Puis je me suis dit, il faut que j'aille au CES. Ça fait vraiment longtemps que je pense. Il y a une année où j'étais à ça, là, vraiment, d'y aller. Puis finalement, bon, un hasard de circonstances a fait que je ne l'ai pas fait, mais c'est dans mes objectifs un jour d'aller faire ça. Ouais. C'est dans les miens aussi. Alors peut-être que ce sera un doublé et on Ouais. prendra deux places dans l'avion pour se rendre là. Ben, Fait écoute, à 100 abonnés sur Spotify l'an prochain, on va au CES. Attends, ouais, ils font ça, hein, je regarde ça, la gang du groupe Abatiello, là, avec les Salvatore, là, ils sont très, très forts sur les Salvatore sont très, très forts sur les médias sociaux. Puis, hey, à 30 000 j'aime, mon frère Guillaume, il est obligé de faire un 42 km à la course. Fait que, ben, écoutez, regardez, on peut se la jouer nous autres aussi. Là. Tu sais, guys, peut-être qu'au centième abonné, on s'achète des billets. Là, let's go. D'ailleurs, on va partir un Patreon là-dessus. Là. Exactement. Bon, fait que dans cette. C'est un petit épisode Noël, un petit Ouais. épisode année passée derrière nous. Donc, on regarde un peu la dernière année, ce qu'on s'est dit. Ben, Joe, c'était ton idée, c'était une excellente idée quand on s'est parlé du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Quelles sont les grandes thématiques, mais les grandes nouvelles d'actualité qui ont frappé fort cette année en frais de tech? On va essayer de regarder un petit peu l'année prochaine, peut-être pas pour refaire un peu notre boule de cristal, mais qu'on avait fait il y a quelques épisodes déjà, mais du moins pour regarder ce qu'on pense qui va arriver dans le début de l'année aussi, et l'année 2025. Mais 2024, écoute, les auditeurs qui font partie des joueurs qui nous écoutent depuis un moment déjà vont comprendre que le premier sujet ne va pas les surprendre. C'est l'année de l'IA, là, les chums, là. Ah ouais, totalement. Là. Je pense que personne qui a vu venir ça nécessairement comme étant quelque chose qui allait bloomer nécessairement aussi rapidement. C'est toujours quelque chose qu'on entendait parler avant sur le principe un peu du machine learning, puis on voyait qu'il se passait les réseaux neuronaux, c'est trucs-là, on entendait parler, mais concrètement, là, d'arriver avec une situation où là, les consommateurs avaient accès à une interface, puis pouvaient poser des questions à une IA générative, produire du contenu, là, vraiment, ça a été sans aucun doute la grande révélation 2024. Ça l'a fait en sorte, je pense que je ne sais pas si les entreprises avaient déjà un peu, celles qui sont, disons, plus aux prémices de la tech, avaient déjà un roadmap, si on peut dire, où ils voyaient qu'ils devaient commencer à faire des travaux là-dessus, ou si justement OpenAI a pris tout le monde de surprise, puis a fait qu'un joueur comme Google, par exemple, s'est dit Opalaï, là, il faut qu'on change notre façon de faire évoluer nos plateformes parce que ce joueur-là est en train de changer considérablement ce qui est en train de se passer sur l'utilisation générale. Tous les joueurs se lancent maintenant, là. Donc, OpenAI a bousculé le portrait. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. Même, j'écoutais Sam Altman on lui demandait cette semaine, c'est le Times, le New York Times, qui d'ailleurs, il est allé s'asseoir dans une salle avec le New York Times pour faire une entrevue, quand on sait aussi par la bande que le New York Times est en train de poursuivre OpenAI. Ça a donné lieu à des questions extrêmement coquines entre l'animateur et lui-même. Mais il disait que, quelques jours avant quand ils ont lancé ça, jamais en s'entendant, ils s'attendaient nécessairement à ce que ça fasse cet effet-là, la venue de ChatGPT. Fait que tous les grands joueurs, donc, se sont lancés là-dessus. Puis 2024, c'est la prolifération de l'AI partout. Là, pendant que tu parlais, j'ai regardé un peu le Gartner Hype Cycle. Là, on est-tu dans le top encore? Là? Je ne l'ai pas trouvé live là, quoique je regarde un peu, mais je me pose la question, est-ce que là, on est au top, puis là, ça ne peut que rentrer un peu dans de la désillusion dans l'année qui s'en vient, parce que là, ça devient comme. En fait, ça va devenir extrêmement commun là, d'avoir ça partout. Là. On ne se le cachera pas. Ça va devenir quelque chose de. Je regarde mes enfants, ça va devenir quelque chose d'inhérent à n'importe quel bébelle qui est autour de nous. Là. Ça ne deviendra pas comme y a-tu de l'AI là-dedans ou y a-tu de l'Internet dans cette machine-là? Non, il y a de l'Internet dans toutes les machines, puis c'est même pas une question. On ne marque pas Internet powered, là, ces machines qu'on achète au Best Buy. Là. Non, ça vient avec. Effectivement, non, tu touches un bon point. Puis je pense qu'effectivement, oui, 2025 va laisser la place à ce que ça soit
je pense pas qu'on ne peut pas atteindre un plateau parce que je pense que dans les faits, on ne voit pas la fin de l'AI, dans le sens où on ne voit pas où est-ce que cette technologie-là, à l'heure actuelle, peut arrêter en termes de ce que ça peut changer puis ce que ça peut apporter. Ouais. Mais comme tu dis, en termes d'intégration, je pense qu'on va atteindre un prochain palier. Important. Je pense que déjà, là, aux États-Unis, ils le vivent parce qu'ils ont accès, entre autres, je pense à tout l'écosystème de Google que j'apprécie, qui permet, dans le fond, ce que les assistants personnels comme les Home, Nest et compagnie soient déjà alimentés avec Gemini, etc. Donc, tu vois que là, on vient enlever cette couche de mauvais assistants pour venir implanter les AI. Puis là, on va se retrouver vraiment avec le côté agent conversationnel. Là. C'est quelque chose qu'on entend énormément parler. Ouais. Puis multimodal, là. Donc à la fois qu'on peut nous-mêmes solliciter à l'écran en tapant en une requête ou en parlant avec la voix, en présentant une photo d'un objet, une vidéo ou quoi que ce soit. Donc là, on vient vraiment éclater le concept. Là. Donc, le multimodal est un point super éclaté, flyé, je trouve, mais c'est une convergence normale du roadmap de ces technologies-là. Donc, il y a quelques mois déjà, on voyait que ça s'en venait, mais là, tu sais, pendant le temps des fêtes, présentement, OpenAI fait une espèce de Christmas gift, là, une espèce de calendrier de l'Avent. Et à chaque, je pense que c'est 12 jours ouvrables où ils vont releaser des nouvelles features jusqu'à Noël. Ouais. Puis une de celles-là, c'était de permettre à ChatGPT maintenant de. Ils ont roll out ça à tout le monde. Là, tout le monde y a accès. Moi, je l'ai sur mon application. Donc, ton cellulaire peut voir. Donc, tu utilises la caméra, il voit ce qui se passe. Tu es en train de souper, tu popes la caméra, il voit ce qui est là, il est capable d'interagir. Tu lui demandes c'est quoi. Donc, on parlait il y a quelques épisodes du fameux frigidaire intelligent qui est capable de regarder ce qu'il y a dans ton frigidaire pour te faire de la bouffe. Je ne l'ai pas testé, Joe, mais je pense que ça serait capable. Là, je peux popper ChatGPT et dire qu'est-ce que tu vois dans mon frigidaire et qu'est-ce que je pourrais manger ce soir. En fait, je vais le faire à soir puis je t'en reparle. Voir si. Oui, assurément. Puis, tu Mm. sais, on en a parlé aussi, mais tu sais, je vois très bien là, l'intégration de la robotique low, là, tu sais, c'est-à-dire qu'on avait parlé qu'il y a des grosses rumeurs là, chez Apple comme quoi ils développaient un genre de iPad qui était monté, qui était dans le fond sur un petit support, puis il pouvait se retrouver à bouger de façon à suivre la personne avec qui il interagit, puis en même temps, il y a un écran, il y a tout ce qu'il faut. Donc, Ouais, peut-être que tu sais, ça a légitimé ce concept-là encore plus, de dire que tu pourrais activer ce petit appareil-là, puis te retrouver dans une situation où tu peux interagir avec, puis il y a une pleine conscience de ce qu'il y a autour de lui. Là. Fait que ça, exact. c'est quand même assez funky. Là. Fait que moi, ça, je pense que ça risque d'être un gros, gros, gros élément de développement. Puis je pense que les joueurs actuellement doivent travailler très fort là-dessus. Là. Tu sais, je ne serais pas surpris. Puis je pense que du côté d'Apple, là, il y a un besoin de se réaffirmer, je pense, là, tu sais, dans la planète tech avec quelque chose qui va faire comme Make Apple Great Again, you know? Wow, Donc, c'est bon. je pense que, tu sais, il va y avoir du gros mouvement, là. Tu sais, autant, Ouais. de toute façon, il y en a ailleurs, là, mais c'est ce que je suis bien, 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 bien hâte de voir comment ça va évoluer de ce côté. L'avais-tu mentionné tantôt, mais je crois avoir vu ça passer cette semaine. C'est un partnership avec Apple. Ben, en fait, Siri va être powered by ChatGPT si tu lui demandes. Mhm. J'ai vu ça passer. Je ne sais pas si tu l'avais dit tantôt, là, mais Non, je ne l'ai pas dit, non? donc, il semblerait que les partnerships ils fusent, là. Donc, dans le fond, là, OpenAI ça a une place de prédilection sur le marché et les gens s'associent avec eux, là. Donc, euh, Siri va pouvoir avoir comme engin derrière. En fait, oui, ce que j'ai lu, c'est que Siri est là, mais tu peux lui demander à Siri que ChatGPT prenne le relais. OK. Ah, c'est hot, ça. Fait que, parce que, tu sais, somehow, ils ne veulent pas jeter leur série qui ont, j'imagine, mis beaucoup de temps et beaucoup d'argent dessus. Ah, non, c'est clair. C'est ça. Sinon, c'est juste comme tu parles la face puis tu dis, ah, finalement, on jette série puis on met ChatGPT dans nos cellulaires. Là. Et peut-être qu'effectivement, ça fait bien paraître Siri, là, dans le sens où Mhm. eux, leur tech n'est pas au point nécessairement. Fait qu'ils se disent ben, que ça rely on, que la possibilité que, oh, effectivement, ChatGPT prenne le relais en arrière, ça ne va sûrement pas le disclaimer haut et fort quand ça va le faire, mais Ouais. en réalité, finalement, c'est que tu te retrouves avec une belle façon marketing de la part d'Apple de dire hey, on a notre propre outil, Apple, mais dans les faits, il y a un deal avec OpenAI et ChatGPT en arrière. Là. That's it. That's it.
Donc, ben, c'est bon, l'IA multimodal, très, très présent. Tu as parlé de briser un peu les barrières. Il n'y en a pas nécessairement de barrières. Je pense que ça évolue là, cette semaine. Je t'ai envoyé un extrait d'un podcast où est-ce que là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais Elon Musk est en train, et puis en fait, a construit le plus gros centre de traitement AI qui est présentement dans une ancienne usine de Westinghouse aux États-Unis. Donc, tu sais, vos frigidaires White Westinghouse, là, tu sais, bon, mais c'est pas un factory qui fait encore de l'argent à faire des frigidaires. Non, non, je veux dire, c'est des bâtisses énormes qui ont été rachetés par des compagnies tech au goût du jour, comme Elon Musk. Donc, c'est le centre. Puis là, je vais peut-être me mêler, mais c'est xAI. C'est-tu sa compagnie qui s'appelle xAI ou c'est la tech qui s'appelle xAI? Anyways, le point ici, c'est qu'il a. Quand vous faites un prompt, là, une phrase sur ChatGPT, puis que ça déclenche toute cette AI-là qui vous donne une réponse facile et digeste de votre côté. Tout ça est traité dans des centres de données incroyables. Et le backbone de ça, le moteur de ça, c'est ce qu'on appelle des GPU, donc des Graphical Processor Unit. Donc, c'est ni plus ni moins que des cartes graphiques de jeux vidéo, là, on va se le dire de même, là, parce que des cartes graphiques, ça peut cruncher beaucoup, beaucoup de chiffres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres. Et puis là, et oui, je confirme que xAI, en passant, c'est bien le nom de business qui peut concurrencer OpenAI. Voilà. Puis là, Captain Musk, il y a du cash à côté. Fait que là, lui, c'est pas un enjeu. Let's go. Donc, ils ont stacké ensemble. L'enjeu là-dedans, c'est de mettre plein de GPU ensemble pour faire de cette masse-là ensemble, d'en faire un seul gros cerveau qui est capable de tout calculer et de cruncher toutes les requêtes qu'elle se fait donner. On pensait qu'il était impossible de franchir une barrière d'en connecter ensemble. Je crois que c'est 100 000 cartes GPU. C'est 100 000 ou 10 000, mais là, je pense que c'est 100 000. C'était physiquement impossible. Les gens étaient comme genre, non, c'est impossible. Elon et sa gang de fous, en quelques mois, ont réussi à brancher 100 000 cartes ensemble dans cette espèce de factory-là. Et ce qui démontre encore une fois que à chaque mois, chaque semaine, on défonce encore la limite de ce qu'on croyait être possible. Peut-être qu'on regarde un peu dans le futur aussi. Je pense que là, ça n'arrêtera pas d'être de plus en plus gros, les centres de données qui vont être capables de cruncher des données là, d'AI comme ça. Là. Puis, écoute, pas nécessairement aller tout de suite dans les choses que je vois pour 2025, mais assurément, on va falloir parler de l'impact climatique de tout ça, parce que déjà, je sens qu'il y a une montée, il y a un spotlight un petit peu plus grand là, qui commence à se faire de ce côté-là, parce que, comme tu le dis, ces appareils-là, ça consomme beaucoup d'énergie, ça produit beaucoup, beaucoup de carbone. Donc, tu sais, il y a un enjeu à venir assurément là-dessus. Puis ça devient une commodité, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière, puis c'est un enjeu qui va assurément faire partie des sujets qu'on va être capable de traiter dans la prochaine année. D'ailleurs, tu parles de vas-y. ça, puis dans le fond, je m'étais gardé une note mentale Ouais. par rapport à Apple. Je me demande même si, tu sais, OpenAI en 2024, là, il y avait une valorisation à 80 milliards, hein, c'est ça, je pense, à peu près. Mhm. Je me demande si, est-ce que 2025 est une année où potentiellement, s'il y a un move à faire, il pourrait se faire en 2025, à savoir qu'un gros joueur comme Apple pourrait peut-être avaler, ou un joueur comme Google pourrait avaler un joueur comme OpenAI. Tabarouette. Ouais, OK, c'est gros. Je ne sais pas, écoute, c'est une question intéressante, je pense, tu sais, à savoir qu'il y a quand même, ça brasse là, du côté d'OpenAI, là, quand même si tu sais, on entend des belles choses en termes de développement de produits, mais je pense qu'au niveau de la gouvernance, tu sais, ça a commencé sur les chapeaux de roue avec Sam Altman qui s'était fait un peu mettre dehors Ouais, et tout. Tu sais. Je pense qu'il y a du monde quand même assez dans sa garde rapprochée aussi qui ont fini par quitter, etc. Donc, est-ce qu'éventuellement, il pourrait se retrouver une situation où là, il y a un gros chèque qui se fait, puis Sam, il passe à autre chose. Je ne sais pas, je lâche l'idée dans l'air. Je pense que ces genres de choses-là,
on les voit pas venir, puis à un moment donné, boum, ça fait un effet incroyable. Là. Puis sûrement qu'ils ont déjà eu sûrement beaucoup d'offres pour les acheter jusqu'à présent, là, mais à suivre. Il disait, dans l'entrevue que j'écoutais la semaine passée avec le New York Times, Sam Altman disait que, en fait, il parlait du salaire de Sam Altman qui était relativement, je pense, bas. Puis qu'il n'avait pas, il avait pas acheté de. En fait, il n'y a pas de stock option encore parce que c'est encore une entreprise à but non lucratif. Quoique, ils veulent virer ça de bord parce que clairement qu'il y a moyen de virer ça en entreprise à but lucratif, on va le dire comme ça. Et d'ailleurs, Elon Su est en train de poursuivre OpenAI parce que dans les termes, je pense que c'était supposé de rester un OBNL, cette affaire-là, mais ils sont en train de virer ça bout pour bout. Puis autant qu'OpenAI, Elon Musk a aidé était là dans la création d'OpenAI, que là, maintenant, il est contre ça parce que lui-même a sa propre guerre, puis il est avec XAI, puis avec son AI qui s'appelle Grok. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup de Grok. Là. C'est l'AI qui provient de la gang à Elon Musk, qui est aussi backé avec les données de Twitter/X, là, ce qui est une autre affaire, une autre source de données. Hein. En fait, ces AI-là recherchent la source de données la plus massive possible pour être capable de verbaliser quelque chose de cohérent pour vous autres. J'ai perdu le fil de mon idée. Mais écoute, je fais un bout de chemin sur ça. Puis, il y a de l'éthique incroyable là, actuellement à entrevoir justement avec Trump au pouvoir, avec Elon Musk qui fait partie de ses ministres, qui fait partie de sa garde rapprochée. De cette volonté-là, entre autres de ce qu'on voit avec X, d'être une plateforme où c'est l'opinion ou le courant de pensée de Musk qui est quand même prédominant. Attends une minute, là, c'est quand même dangereux. Là. Tu dis, écoute, d'un point de vue éthique, là, le gars, il a les deux mains sur le volant du pouvoir. Là. Je veux dire, même si tu me dis, ouais, mais c'est Trump, mais je pense que Musk est probablement dans le top 5 des gens autour de Trump. Que lui, tu sais, justement, il y a ses méga projets, il y a déjà des contrats faramineux avec l'État américain, etc. C'est quand même particulier. Là. Fait que tu dis, il est où le scrupule de ces gens-là? C'est sur l'idée que s'ils veulent faire avancer des choses, puis que ça peut être un bénéfice politique incroyable pour qui que ce soit de pouvoir utiliser ces outils-là. On peut se lancer là, dans une grande théorie avec ça. Ce n'est pas mon objectif ce matin, mais il y a un gros enjeu éthique à avoir, là, assurément, là, dans un horizon assez rapproché. Là, tu vois, on intertwine plusieurs sujets, mais tu sais, on parlait de Blue Sky la semaine passée, l'Exode, donc the web is dead, là, tu sais, la volonté d'avoir un web qui est sans malice, qui n'a pas de volonté monétaire, capitaliste ou d'ordre politique. C'est ça. Il est fort possible que ça éclate là, en pleine face, là, ce genre de grosse alliance là, avec un Musk et un Trump et des plateformes web qui contiennent des millions et des millions de personnes. Ouais. L'année prochaine, c'est quelque chose qu'on va sûrement adresser, là, puis ça va faire partie des nouvelles actuelles, assurément. Là, totalement, totalement. Ouais. Ce que j'ai bien hâte de voir aussi, là, c'est vraiment comment l'impact, si on continue dans les grandes idées de ce qu'on voit peut-être pour l'an prochain, parce que c'est dans l'actuel, le quantique. Donc, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, on a ouvert là-dessus, à savoir qu'il y avait Google Quantum AI qui avait annoncé Willow, qui est leur nouvelle puce, dans le fond, quantique, qui vient un peu vraiment briser une barrière importante dans leur plan de développement. Dans l'objectif était de s'assurer de corriger les erreurs de l'AI, parce que c'est un des plus gros enjeux. Le problème actuel, c'est que si tu veux travailler un ordinateur quantique sur quelque chose, puis qu'à terme de ton calcul, puis c'est là que tu apprends qu'il y avait beaucoup d'erreurs, que finalement le résultat de ton calcul n'est plus bon. C'est problématique. Donc, puis on fait une percée. Dans le fond, ce que ça dit au final, c'est que
se sont rendus compte que plus ils étaient en mesure d'aligner de qubits, ce qui fait partie un peu du cœur là, quantique, plus la marge d'erreur était réduite. Diminue, ouais. Exact. Donc là, on peut se permettre de croire que là, on est capable de résoudre de grandes équations en très peu de temps, puis d'atteindre une performance quand même impressionnante là, du côté de Google de ça. Fait que, tu sais, certains diraient, hey, l'informatique quantique, c'est loin d'être accessible. Ben, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on a dit ça de bien des technologies aussi. Puis, tu sais, déjà, eux, en quelques années, ont réussi à faire des pas de géant, tu sais, là-dessus. Donc, je pense qu'on peut entrevoir le quantique positivement à bien des égards parce que, comme j'en parlais il y a quelques instants, l'aspect éthique sur le côté environnemental, c'est un peu une piste de résolution de problème, là, dans le sens où si au lieu d'avoir des milliers de GPU dans un entrepôt, ben, on se retrouve avec un gros ordinateur quantique à refroidir, ben, soudainement, on vient de retirer de la vieille tech, puis beaucoup, beaucoup de consommation du Ouais. marché. Donc, je pense qu'il y a ces deux technologies-là vont ensemble. Là. Ça évolue ensemble. Là. Un excellent point, puis je ne l'avais pas vu de même parce que les ordinateurs quantiques, on en parle depuis un bon petit moment déjà, sans qu'il y ait nécessairement de gros breakthroughs, là, tu sais. Mm-hmm. Mais l'AI est relativement nouvelle depuis 2020. La démocratisation de l'AI, du moins, est récemment nouvelle depuis 2022 avec OpenAI. Tu viens de faire un corollaire, un doublé d'être intéressant. Le roadmap quantique puis le roadmap AI, c'est deux choses qui vont aller ensemble ultimement, puis qui vont, quand tu vas avoir masterisé un et l'autre, mets ça ensemble, c'est un changement de chiffre complet. Puis là, ce que j'aime dans ce que tu as dit aussi, c'est que là, on va passer à des techs, un stack technologique, hardware et software complètement nouveau, qui est au même titre que j'ai trouvé des cassettes, des tapes cassettes TK90, là, puis là, c'est écrit Famille 1991. J'ai le goût de l'écouter, ça. J'ai aucune idée que ces tapes-là, c'était chez ma mère. Il n'y a plus de tape cassette, c'est terminé. Là. Ce shift technologique-là est complètement révolu derrière nous. Est-ce qu'on est sur le point dans les prochaines années ou est-ce qu'il va y avoir carrément une espèce de reset des techs actuels et on va tomber avec des techs quantiques qui sont powered by AI et que c'est l'empreinte d'énergie est minimale? Ça va être beaucoup plus faible, effectivement. Moi, je pense ça. que oui. C'est une piste, en tout cas, que je crois qui est inévitable. Puis, même pour l'amélioration de la performance de tout qu'on utilise en général. Là, le seul élément, dans le fond, qui m'attire beaucoup mon attention, c'est tout le volet cybersécurité, cryptographie, parce que, bon, évidemment, puisqu'on parle de performance, il y a toujours l'enjeu que la possibilité de briser des barrières qu'on considère comme étant très fortes aujourd'hui deviennent soudainement des barrières très faibles. Ouais. Donc, ça aussi, ça va être à regarder du coin de l'œil, de voir comment est-ce que les éléments de cybersécurité vont s'améliorer aussi, parce que je pense qu'il y a assurément comment dire, une conscience des grands joueurs, si on parle de Google Quantum AI, de s'assurer que, ben, justement, il y a un certain contrôle pour pas que l'informatique quantique soit lâchée lousse, puis que ce soit déjà en train de brimer ou de briser leur propre écosystème de sécurité. On ne se le cache pas, il faut que ça soit fait très, très diligemment. Il faut que ça avance, mais que s'assurer qu'on n'est pas en train justement de se mettre à risque. Là. Puis, tu sais, merci à ces Google-là aussi. Il faut remettre quand même en perspective que Google décide sur le site d'injecter énormément d'argent là-dedans. Ce que j'entendais à ce niveau-là, c'est que les compagnies qui travaillent derrière le release de Willow là, chez Google, c'est de la grosse recherche et développement avec les amis, ce sont des scientifiques là. C'est pas un tech là, qui te vend un ordi chez Best Buy. Là. Je n'ai rien contre ça. J'ai été moi-même tech qui vendait des ordis chez un Best Buy de ce monde. Mais là, on parle de la crème des humains scientifiques qui travaillent sur
une technologie du futur. Et Google, je pense que ça fait 10 ou 12 ans qu'ils mettent de l'argent dans, je me rappelle, c'est DeepMind, ils ont une compagnie de Vancouver qui fait de l'AI. Bref, ils ont une couple il y a une couple de hubs qui font de l'AI chez Google. Mais mon point est le suivant, c'est que Google, c'est une des plus grosses compagnies au monde qui fait dans la recherche, la découvrabilité de contenu web. Point. Ouais. Sauf que eux, avec l'argent immense qu'ils génèrent, ont décidé de mettre leur pion à d'autres endroits et de diversifier un peu le truc, notamment dans asseoir une couple de scientifiques haut niveau puis dire, guys, vous travaillez sur le quantum computing, voilà de l'argent, la champlure est ouverte, go, go, go. Ben, 10 ans plus tard, on a des releases comme ça, on a des espèces de wow, OK, ils ont fait du chemin. Des props to Google quand même. Là. Absolument, absolument. Puis même, écoute, sur une note un peu plus personnelle, j'ai regardé qui faisait partie, dans le fond, du board des chercheurs de Quantum AI. Puis je pense qu'il y a une Québécoise qui fait partie de ça, qui n'est plus ici au Québec ni au Canada, mais qui est native d'ici, tout ça. Fait Wow. qu'écoute, je t'ai fait un vœu pieux, là. Je l'essaye pour essayer de la faire venir à Québec à un des événements de Capital Numérique. J'aimerais bien ça réussir. C'est que, écoute, ça aurait été dit en premier ici. Ben, en 2016, j'avais fait partie du comité de programmation de Feu Web à Québec. Puis on avait fait venir la compagnie dont j'oublie le nom de Vancouver, qui appartient à Google. On avait fait venir un gars de cette compagnie-là. Ça avait donné un talk sur le quantum computing de Feu. Fait que, bref, bon succès avec ce que tu entreprends. J'essaye. OK. Peut-être qu'on peut faire un léger switch à une nouvelle qui est passée relativement rapidement. Elle a fait beaucoup parler quand même. On se rappelle peut-être peu, mais cette année, il y a la Apple Vision Pro qui est sortie. Ouais. Qui est un device de réalité virtuelle qu'on se met en face. Puis là, écoute, je ne sais plus qui disait ça la semaine passée que j'ai croisé, mais bon, les amis, la réalité virtuelle, ça fait plusieurs années déjà que ça existe. Là. Moi, je me rappelle avoir acheté le Oculus Rift V1 il y a maintenant 8-9 ans. Là. Puis ça a fait du chemin depuis. Mais encore une fois, ça gît bien qu'Apple, quelques années plus tard, même si la course est déjà lancée, c'est Apple, c'est shiny, ça n'a pas le choix d'être parfait, c'est la Cadillac de la technologie. Fait que quand ils débarquent avec un produit, c'est comme si, en tout cas, moi j'ai trouvé, c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé dans les 8-9 dernières années en VR. Puis là, c'est comme Apple Vision Pro, wow, this is unexpected, c'est malade, tu sais. Ça reste une lunette, un casque de réalité virtuelle. Quoique très impressionnant. Je l'ai testé quelques minutes, là, mais très peu, là, mais pas assez pour pouvoir me prononcer. Est-ce que toi, tu l'as essayé, Joe? Non, puis je veux te faire un aveu aussi. Je trouve que ça ne m'intéresse pas en tout. Non, Non, vraiment pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la misère avec le principe que, tu sais, d'ajouter un appareil, de mettre un casque, tu sais. Je dois être vieux jeu, peut-être. C'est peut-être moi qui vieillis. Mais je vois le futur de la tech, je le vois invisible. Là. Tu sais, je la vois immatérielle. Là. Tu sais, je ne la vois pas dans le hardware ajouté. Tu sais. On regarde les téléphones, on regarde ce que les compagnies d'AI, là, justement, qui ont essayé de créer des petits appareils conversationnels, le fameux clip, tout ça. Ce qu'on veut, c'est minimiser l'impact hardware. Donc, je trouve que j'ai comme l'impression qu'on fait fausse route, moi, si tu veux mon avis. Là. Je disais, hey, c'est beau Joe Parent là, versus Apple, mais je ne suis pas convaincu de ça. Puis en voyant justement qu'est-ce qui se passe du côté AI et tout, tu vas dire, ouais, mais il faut voir quand même des interfaces, il faut voir des écrans et tout et tout. Ouais, OK, mais je ne suis pas convaincu que cet appareil-là va remplacer nécessairement. Puis écoute, peut-être que je me trompe, mais je l'aurais dit ici, puis je m'assume entièrement. Il y a une question de, je vais le dire comme ça sort, the road to get there, tu sais. Ouais. La route pour se rendre à ce monde où toi, tu envisionnes quelque chose qui est... Il ne faut pas que ça soit intrusif. Il faut que cette tech-là soit le plus comme
à la limite invisible. À la limite, je crois plus à Meta avec Ray-Ban, puis la lunette Ouais. qu'ils ont commencé à développer qui fait finalement une genre de projection dans l'œil où là, on atteint quelque chose d'intéressant. Encore là, ben, là, il y a des enjeux personnels que je suis très hâte de voir au niveau de la santé, l'impact de tout ça, puis le deuil en soi. Là. Évidemment, ils sont au début de quelque chose, fait que j'imagine qu'ils doivent valider tout ça, mais c'est déjà au moins une lunette, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre, moins engageant que de wearer le casque. Tu sais, puis on a vu tous vu passer des vidéos quand ça a sorti de monde qui se Ouais. promenait live en Californie avec leur Apple Vision Pro, puis qui avait l'air un peu étrange. Fait que Ouais. je, Ça m'a fait bien rire, ça. écoute, c'est ça. Puis même là, tu sais, je veux dire, moi, j'en porte pas de lunettes. Tu sais. Ouais. Fait que pour que tu m'amènes à en porter, il faut que le coût-bénéfice il soit grand en tabarouette. Là. Oui, t'as raison, t'as raison. Puis je regarde sur le site, bon, Wall Street Journal, le 18 octobre, c'est il n'y a pas longtemps. Apple headset stalls struggles to attract killer apps in the first year. Ils ont revu à la baisse leur prévision de vente des unités. Donc, ils ont un certain challenge. Je pense que tout le monde était bien excité au début, mais est-ce que ça pogne autant que ce qu'on aurait pu le penser? La réponse est non. Là. Écoute, j'en parlais même avec quelqu'un là, qui est dans l'industrie du gaming, là, qui est un acteur quand même bien placé ici à Québec. Puis il disait que tu sais, du point de vue gaming, l'industrie actuellement n'est pas tant all-in là, sur le VR puis l'idée de ces casques-là. Qu'il y a beaucoup, c'est très mitigé là, comme façon d'approcher cette tech-là. Donc, déjà, s'il y a une industrie comme le gaming qui, à mon sens, est comme assez centrale dans le développement d'un produit comme ça, en doute, ben, je me dis qu'il y a probablement beaucoup de gens qui en doutent aussi. Là. Oui, puis, mais ça m'amène à penser qu'il y a une question de use case. C'est pourquoi, c'est quoi l'objectif? Là? C'est quoi l'objectif d'utiliser ça? Ça me fait penser au casque de réalité virtuelle de Microsoft, dont le nom m'échappe, mais il y en a un là, que ça coûtait 4-5 000, là, Microsoft, puis ils l'ont encore. Là. Je ne me rappelle plus du HoloLens. Voilà, Le HoloLens, HoloLens. exact. Le HoloLens. Mais le HoloLens, là, de mémoire, si tu achètes ça, ben d'un, c'est 3-4 000, là, c'est très cher. En tout cas, dans le temps, c'était super cher. Puis les use cases, les cas d'usage, ben, c'était beaucoup en mode travail. C'était beaucoup en mode je sais pas, moi, je suis un réparateur de tanks. Fait que là, dans l'armée, puis là, pour me former, ben, l'armée en a acheté une flotte de 300 casques. Et puis là, ils ont bâti un système de formation qui allie le virtuel avec le réel pour vraiment comprendre certains concepts. Fait que ça j'y crois à ça. Là. J'y crois à ça, tu sais, un petit peu plus, personnellement. Mais de là à dire que d'un matin, tout le monde va se promener avec son Apple Vision Pro ou un style de ça. Mais même l'exemple que tu donnes est intéressant dans le sens où tu as la barrière de l'achat physique, tu as avec le prix. ouais, puis créer l'habitude, développer le volet logiciel avec le bon usage qui va faire qu'effectivement, fait que je pense que il y a du potentiel, mais je pense qu'on est encore loin du bon format. Mais en même temps, de l'autre côté, pour produire des logiciels, si tu regardes les AI et tout, ça va pas être facilité. Mais bref, je suis pas encore. L'idée est bonne, mais j'ai comme. On dirait qu'il y a quelque chose encore qui bloque. Là. Puis, je le drop au passage. Il y a du québécois dans le Apple Vision Pro. Donc, Oui. et puis là, le nom m'échappe, mais il y a une compagnie de Montréal qui jadis avait été rachetée par Apple. Et donc, il y a une compagnie québécoise qui développait un casque de réalité virtuelle. Oui, oui. Puis dont l'équipe a été rachetée ultimement, puis ils ont travaillé dans la conception du Apple Vision Pro. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, il y a. Bon, le nom m'échappe. Je le retrouverai, je le mettrai en show notes. Mais il y a du Québécois dans ce casque-là. C'est quand même une belle petite fierté là, qui est là au passage. Voilà. Fait que ça l'a passé. Bon, ça n'a pas été la plus grosse nouvelle tech là, de l'année, mais quand même, c'était quelque chose qu'on voulait mettre en lumière, cette nouvelle-là du casque de réalité virtuelle. Sinon, dans ce qui a pu se passer, ben, écoute, une autre petite là, au passage, puis peut-être ça va être un bon
un bon bond vers l'autre sujet d'après. Selon, je crois que c'est Oxford, le mot de l'année, Joe, est-ce que tu sais c'est quoi le mot de l'année là, qui a été décerné par, je pense, une revue bien, un endroit très, très crédible, là. Le mot de l'année, là. Pas du tout, puis tu me l'as dit tantôt, puis je m'en souviens Ouais. déjà plus. Donc, en anglais, je ne sais pas comment ils le disent en français, mais le mot de l'année, les amis, c'est brain rot, ou du moins l'expression de l'année, brain rot. Donc, brain rot, ce que ça veut dire, c'est un. Je vais le traduire à mi-temps. Pourriture de cerveau. Genre. Donc, cette année est l'année du brain rot, en ce sens où notre addiction aux réseaux sociaux, encore là, je mets un bémol parce que ça dépend lesquels. Il y a une addiction aux réseaux sociaux où est-ce qu'il y a le concept de doom scrolling. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le doom scrolling, c'est que tu fais juste flipper vers l'en haut, puis tu as un autre contenu. Flipper en haut, tu as un autre contenu. Flipper en haut, tu as un autre contenu. Finalement, tu réalises qu'il est rendu 2 heures du matin dans ton lit, les yeux petits, puis là, tu réalises que tu as doom scrollé sur TikTok pendant des heures. Ce qui amène une sur de cerveau, le brain rot, donc qui est une expression qui a pris de l'ampleur cette année. Ben, on est là. Puis peut-être ça fait du pont, du pouce avec aussi la désillusion des réseaux sociaux. Là. C'était un peu un point que tu voulais amener. Oui, absolument. Puis, tu sais, on dirait qu'on cherche toujours la plateforme qui va ramener le web à ce qui était. Puis, tu sais, ça a été le cas de Blue Sky avec ce genre de promesse où on sentait que, ah, cool, on revient au Twitter des bonnes années. Mais que, tu sais, quand tu regardes un peu tous les médias sociaux actuellement, on dirait que les gens sont de moins en moins là. Tu sais, les plateformes que nous, on connaît sont en perdition assurément. Puis il y en a, oui, des nouvelles comme TikTok qui prennent beaucoup de place, mais tu sais, encore là, tu sais, j'ai comme l'impression que l'intérêt pour lequel on va sur ces plateformes-là a complètement changé. Tu sais, on y va vraiment purement dans du divertissement. Alors que fut un temps où il allait de façon plus sur vraiment de l'information, on voulait aller sur du factuel, on voulait chercher, etc. Mais là, vraiment, on est rendu à quelque chose. Je trouve que c'est un petit peu plus. Comment dire? Je sais ça. J'ai comme le feeling même nous, on a été une génération qui est née finalement, qui a grandi avec les médias sociaux, mais je nous sens moins dedans maintenant. Dans le sens où autant on a pu être les agents pollinisateurs de bien des gens autour de nous et tout ça, puis qu'on était très actifs, que je nous sens plus très actifs. Puis je sens pas que les générations qui sont en dessous, à part effectivement si on met dans une case à part TikTok, mais qui vit aussi ces grands chamboulements. Si on regarde, étant donné la provenance, étant donné des lois qui sont en train de se passer, puis des guerres politiques, là. Donc, je m'interroge là, sur c'est quoi l'avenir là, des médias sociaux tels qu'on les connaît. Puis justement, est-ce que les gens ne sont pas un peu petit à petit en train de délaisser ça? Là? Puis c'est drôle, je t'envoyais cette semaine une vidéo TikTok, mais du moins qui parlait d'un concept que j'avais pas nécessairement eu sur mon radar, qui est le Dead Internet Theory, la théorie de l'Internet mort, comme quoi il se pourrait qu'on vive dans un Internet qui est genre 75% créé par de l'AI ou qui est comme du fake content, là, ou du moins qu'on interagisse avec du fake people. Qu'est-ce qui me dit que si je vais sur Facebook présentement, ce qu'on me sert, c'est vraiment des contenus qu'un humain a créés. Ce qu'on me montre, c'est vraiment, à cette heure, ils ont tellement. Je pense, en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est les gens délaissent tellement la plateforme que là, on me propose des contenus que j'ai jamais demandé. On me montre des publications de gens que je connais même pas. Ma question est, est-ce que ces gens que je connais même pas sont vraiment des vrais gens ou c'est simplement Facebook qui crée du fake content pour m'essayer de me garder là-dedans? Ouais. C'est plus ce que c'était. Là. Non, c'est comme si c'était devenu un genre de gros zombie. Là. Vraiment. Puis qu'on fait comme, OK, c'est juste gros, puis c'est compliqué, c'est vraiment rendu particulier, là, comme tu le dis, de dire, OK, effectivement, mon feed est rempli d'affaires que au départ, on me dit, ah, ben, on va personnaliser ton feed avec des choses qui sont pertinentes et intéressantes. Puis là, tu fais comme, plus vraiment, tu sais.
Puis finalement, tu découvres que tu es en train d'écouter des vidéos sur un sujet pas rapport, mais que tu l'écoutes quand même parce que tu as été passé, puis tu es comme arc. Pourquoi je me mets à écouter ce genre de petites vidéos-là insipides, tu sais? Mm. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui fait que je me dis, ouais, j'ai hâte de voir le futur un peu de ça. Est-ce que les gens sont comme rendus au point où ils se disent, ben, hey, c'est tellement rendu un peu n'importe quoi que tranquillement, pas vite, là, les gens un peu délaissent le temps qui passait sur ça au profit d'autres choses, là. Ce qui m'amène, puis j'ai googlé ça pas plus tard qu'avant notre meeting tantôt, dans une rencontre que j'avais, c'est que c'est quoi les habitudes de consommation au niveau du short form content versus le long form content. Donc, toutes les Reels, on parle de micro-clips de quelques secondes entre, je sais pas moi, 10 secondes et une minute en Reels style. Donc, toutes les plateformes se sont garochées là-dessus, là. Tu vois, même Spotify, là. Spotify, ils te montrent des Reels d'artistes, là. OK. Donc, on est vraiment dans le micro-contenu qu'on consomme de masse versus le long form content, donc un contenu avec un format un peu plus long, tu sais. Fait que, on parle donc de quantité versus qualité. Là, on est là-dedans. Puis, je demandais à ChatGPT, j'ai dit, c'est quoi les tendances actuelles du short form versus long form? Il me sortait des sources là, pour backer ça, puis il disait que oui, il y a une grosse émergence des contenus short form, donc qui sont courts, mais malgré ce qu'on en pense, le long form factor, donc des formats un peu plus longs, n'est pas nécessairement en déclin parce qu'il y a quand même un appétit qui existe pour de la qualité, quelque chose de bien fait. Parce que, puis là, on revient sur d'autres concepts au niveau des câbleaux distributeurs qu'on parlait, tu sais, il y a moyen d'aller sur des chaînes YouTube présentement, puis d'avoir du contenu aussi de qualité que la télé de Radio-Canada avec une émission enquête qui a coûté de l'argent, puis une découverte, puis ceci, cela. Il y a du monde, j'ai encore foi en ce bas monde. Il y a du monde qui crée du contenu de qualité et c'est pas juste un Reels de 10 secondes avec une fille qui pète, là, tu comprends? Effectivement. Mais oui, écoute, je pense que ce besoin-là, mais ce que je vois peut-être aussi, c'est que autant on rêvait d'un web puis d'une façon d'utiliser les médias sociaux qui était très ouverte, très interconnexion, communauté, tout ça, que je pense que ça fait partie de la grande désillusion, puis que les jeunes l'utilisent plus pour en silo, si on peut dire. Ben, j'ai des besoins à faire, tu sais, j'ai des recherches, je veux accès à. Donc, je pense que le volet qui écope le plus, je pense que c'est le volet communauté. Mhm, L'idée que, tu sais, on peut trouver des gens, qu'on peut socialiser, etc. Je pense que ça a malheureusement vite pris le dark side. mhm. Tu regardes sur des médias sociaux actuellement, tu vas émettre un commentaire ou quoi que ce soit, tu vas regarder les commentaires qui viennent en dessous. Tu sais, c'est pas très beau généralement, là. On tombe vite là, dans les guerres de tranchées sur ben moi, toi tu penses blanc, moi je pense noir, puis c'est plus très constructif, là, tu sais. Oui, absolument. Donc j'ai comme l'impression que ça, c'est le bout où on l'a malheureusement pas on l'a pas eu, là, tu sais, dans le sens où on n'a pas réussi à garder ça sain puis clean. Puis de l'autre côté, comme tu dis, ben peut-être qu'effectivement, les gens se retournent pour aller chercher de l'information, mais ils vont l'utiliser vraiment plus en vase clos, tu sais. Oui, 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 absolument. On verra où ça va nous mener. Puis moi, je réfléchissais aussi au fait que je serais curieux de voir, mettons, un feed Facebook dans un pays où les actualités de sites de nouvelles n'ont pas été coupées. Parce que je me rappelle, il y a eu un temps avant où les Radio-Canada, toutes les feeds de nouvelles avaient le droit de poster des affaires de nouvelles sur Facebook. Là, c'est plus le cas. Fait qu'on on dirait que moi, je trace cette ligne-là à ce moment-là que c'est tombé. Déjà que c'était pas toujours parfait. On est tombé sur du complete garbage après parce que c'est plus un endroit où tu peux même aller pour des nouvelles en soi, là. TikTok, par contre, le permet. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui se passent sur TikTok. Mais bon, le format est différent quand même un peu. Fait que, mais les réseaux Et en sociaux fait, vont je le pense que mener. ce qui me gosse un peu de TikTok, c'est que contrairement, c'est peut-être là où j'étais d'une grande naïveté, c'est Ouais. quelque part,
quand on était sur du long form content, là, comme tu parles, Ouais. c'est-à-dire que on a des grandes institutions, que ce soit journalistiques ou quoi que ce soit, qui vont prendre le temps de produire des contenus, des capsules, etc. euh, je pense que c'était pas aussi flagrant que l'objectif c'était de la monétisation. T'as C'est-à-dire que raison. quand tu vois des short stories de gens que tu dis, hey, lui, il a l'air de me parler de ça a l'air crédible, mais en même temps, tu le sens à quelque part derrière que son objectif, c'est de l'attention, puis que ce qu'il veut, lui, c'est ramasser des abonnés, puis ramasser des Ouais. views, parce qu'à la fin de la journée, ça fait en sorte qu'il s'y génère un revenu de tout ça. Tu vas me dire que la grande institution aussi, mais Mhm. je ne le sais pas. On dirait que le fait que ça individualise ça, que ça amène de quoi un peu dans la façon dont je vais accepter et traiter l'information. Mhm. Versus faire confiance à une grande institution qui a embauché peut-être des individus qui ont passé derrière un processus, qui ont un background check un peu sur leurs connaissances, etc. Alors que là, demain matin, si je veux, moi, je peux me mettre à parler d'un sujet que je ne connais pas, juste en allant fouiller, puis en trouvant des infos, puis en allant l'air crédible, en présentant une short d'une minute. T'sais. Ouais, 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 ouais. Après ça, tout est une question de rendu. Si j'ai l'air crédible quand je te le dis, les informations que je te donne font que hey, ça a l'air bon ce qu'il dit, ben, soudainement, tu es rendu un expert. C'est ça. Comme dans n'importe quoi, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit nécessairement aussi. Il faut faire attention. Je pense que c'est ça là, qui me freine un peu. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, bref, les réseaux sociaux vont demeurer un concept qui Ça ne va va pas être. disparaître, ça. Non. Ça va être présent, assurément, mais encore une fois, je pense que c'est un milieu qui a besoin de grands changements. Je pense pas que Blue Sky en soi est très grand. Je pense que ça en est un parce qu'il y a eu une situation historique, il y a eu des mouvements qui ont fait qu'il y a une recherche de retrouver une plateforme saine. Mais on va en reparler dans quelques années, ou peut-être même dans quelques mois, puis on va faire comme Ah, oups. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça prend de quoi de plus gros que ça encore, puis on ne sait pas personne c'est quoi, sinon je pense qu'on serait en train de le faire. Ça m'amène à jaser un peu, je pense, de l'année qui s'en vient, 2025. Oui. Y a-t-il des choses que d'un peu qu'on s'attend ou certains concepts qu'on croit qui vont exploser ou être plus reconnus ou Moi, j'en vois deux. J'en vois deux dans ma cour à moi. Là. ouais, Tout ce qui est monnaie digitale, crypto-monnaie. ouais, ouais, Moi, je pense qu'il y a un gros boom qui s'en vient avec ça. ouais, Il y a comme quelques parties de Noël qui ont commencé. ouais. Quelques petites rencontres avec des gens que ça fait longtemps que je n'avais pas vus. Puis écoute, c'est le talk of the town. Je veux dire, les gens me parlent de ça comme ils m'en ont jamais parlé. Es-tu sérieux? J'ai des gens dans mon entourage qui me disaient Hey, crime dans le temps, crime, t'en avais, toi, tu regrettes-tu? Ah ouais, j'en ai acheté ou whatever. J'en ai jamais autant entendu parler. De gens que je considérais peut-être très prudents dans leur vie en général, que là, ben, Comment, j'ai pas compris, de gens que tu considérais que? plus prudents. Ah, plus prudent. OK. Ouais, que là, soudainement, on dirait que là, il y a un appétit. OK. Je sais que j'en ai une infime portion, puis elle a jumpé au niveau des bitcoins, elle a jumpé à des cieux inconcevables présentement. Fait que ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va se poursuivre? Je me demandais même si c'était pas en lien potentiellement avec les élections de Trump, notamment. C'est comme un peu arrivé en même temps, là. Mais je ne suis pas assez à l'actualité pour savoir s'il y a vraiment une corrélation à faire entre les deux, là. Oui, assurément, il y en a une, mais en tout cas, là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que souvent, c'est des conseils financiers, des trucs comme ça. Là, Ouais, nous ne sommes pas des on ne conseillers sommes pas des financiers. conseillers financiers, effectivement, donc ne prenez pas nos conseils ici présents. Mais il suffit d'aller voir le graphique puis de faire la corrélation entre le nombre d'argent maintenant qui est rendu, injecté, dans le fond, qui fait partie de la capitalisation, dans le fond, de tout ça, ben, est en progression. Je veux dire, fait que, elle suit le cours de l'évolution année après année de tout ça. Ce qui fait que oui, tu regardes ça, tu dis OK, oui, c'est un gros jump, mais c'est un gros jump parce que finalement, les gens ils ont mis de l'argent là-dedans. Donc, ce qui veut dire qu'à moins que tout le monde demain matin se mette à vendre, ben, les prédictions, c'est fou, là, parce que je me souviens au début de ça, je ne me souviens plus en quelle année j'en ai parlé, mais tu sais, ça valait, je pense, 3000$, quelque chose comme ça.
Ah ouais. Tu pourrais me le dire, tu vois. Ben, 3000, on est en 2000, En 2017. 2017, ouais, genre. Puis, Ouais. ils disent, tu sais, c'est sûr que le Bitcoin va passer le 100 000, va passer le 150 000, etc. Puis tout le monde disait, êtes-vous malade? Jamais de la vie, ça va se faire. Puis, tu sais, ça s'est toujours fait. Fait que là, c'est dur, après toutes ces années, de regarder ça et de dire, ouais, mais là, ça va sûrement failer bientôt. En tout cas, peut-être que oui, on ne sait pas. Mais overall, ça reste que c'est un produit, c'est un concept aussi, là, je pense, qui commence à devenir très intéressant. It claims that the value of Bitcoin will grow steadily to about 1 million per full Bitcoin. Ouais, OK. Hey, si ça vaut ça, hein, je vais payer un. Garde tes grenailles, man. Tabarouette! Hey, les enfants, vous en allez à Harvard aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais écoute, moi, je pense que c'est peut-être une année où la démocratisation de la crypto-monnaie va se faire tranquillement, pas vite. Puis je pense que économiquement, puis socialement, tous les indicateurs sont là. Je veux dire, socialement, tu regardes les guerres dans les pays, tu regardes, entre autres, là, je disais, c'était le président Donald Trump qui chialait après le BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Comme quoi, apparemment, eux, derrière la couverte, est en train un peu de sortir du modèle financier puis d'investir massivement dans une ou dans des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ça les désensibilise aux possibilités que les Américains puissent locker down des sources financières sur lesquelles ils sont propriétaires, etc., etc. Fait que c'est quand même funky, là. Moi, c'est un créneau dans lequel je passe un petit peu plus de temps puis j'analyse un peu, là. Puis, Ouais. mais je sens que, OK, 2025, je pense, va être une grosse, grosse curée là, pour tout ce qui est crypto, particulièrement pour le Bitcoin. What a great time to be alive. Deuxième élément que Ouais. moi, je pense qu'il va vraiment prendre une portée, on en a parlé, puis j'en reparle encore, c'est la robotique. Oui. Puis je pense que ce que tu évoquais déjà tout à l'heure avec ChatGPT, c'est une première forme de robotique pour moi. À quelque Ouais. part, c'est que ton téléphone, quand tu le mets en mode caméra, c'est comme littéralement, tu as un cyclope entre les mains. Donc, un cyclope, c'est un Avec un personnage soleil. avec un seul œil, mais que, et voilà. Donc là, ce que tu as, c'est l'œil du cyclope. Tu comprends? Exact. C'est juste le début. Exact, mais qui en fait déjà beaucoup. Fait que tu as le brain, tu as l'œil, tu es capable de dire Hey, what's up? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il va te donner de l'information, il est capable de comprendre qu'est-ce qu'il voit. Ouais. Fait que next step, c'est peut-être d'y mettre déjà un corps puis deux bras. Donc là, on s'en va vers Apple, le produit qui sont en train de travailler, qui a été déposé. Puis après ça, l'étape suivante, c'est d'y mettre des jambes, puis d'être capable d'offrir la possibilité de se mouvoir, de se déplacer, ce qui est déjà le cas dans des industries très nichées, etc. Mais moi, je pense que on va faire un gros pas lentement, c'est-à-dire qu'on y va par petites itérations. Ça en a été une première. On est sur l'œil du cyclope. Ouais. La prochaine, je pense, va amener une deuxième étape. Fait que l'adhésion, tranquillement, va se faire auprès des gens au même temps que tout ça se développe. Là. Ça va sans me dire le fameux robot de Elon Musk avec Optimus, là, qui est. Tu sais, c'est la consécration de plein de tech ensemble, dont un AI extrêmement avancé. Donc, le multimodal, en effet que tu relatais, c'est ça. Là. Fait que c'est sûr que c'est à garder en ligne de tir. Assurément qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer là-dedans. Est-ce que l'année prochaine, on a tout ça dans nos maisons? Non. Puis Simon tape Apple Tabletop pour montrer au ouais. chat aussi. Apple Table. Moi, je pense que ça, c'est pour un des prochains gros produits d'Apple, justement, qui risque peut-être de faire. Je vois plus le deuxième, là, celui qui vient de Reddit. Exact. Donc, littéralement, un genre de petite demi-sphère sur lequel on a un bras monté avec un iPad. Donc, un écran. Je pense que ça, il y a un potentiel énorme là-dessus. C'est pas si gros que ça, finalement, mon affaire, mais. Non, c'est pas grave. Ouais. Fait que moi, c'est les deux grandes choses que je vois. Puis écoute, je pense que on n'a pas. Comment dire, c'est pas la fin de l'étonnement. Je pense que 2025 va être une très grosse année.
Ouais. Il y a des choses qu'on ne voit pas actuellement, qu'on pourrait se retrouver à se mettre à parler et à faire comme oh, on n'avait pas prévu ça. Moi, je rajouterais, bon, on parle énormément de l'AI, mais ça prend du temps de glace. Logiquement, là, moi, je pense que ça va devenir aussi, tu sais, toi, moi, notre entourage proche, on est là-dedans, puis c'est normal qu'on soit des primo-adoptants, early adopters. Mais c'est vrai que ma mère est sur ChatGPT à tous les jours? Non. C'est vrai que mon beau-père est là-dessus? Non. C'est vrai, non. Mais moi, je sens que l'année prochaine, on va avoir énormément d'adoption qui va se faire plus que dans les primo-adoptants. Et ça va devenir, comme je te disais, une commodité dont tout le monde utilise. Là. Moi, les gens autour de moi présentement, c'est quasiment 2 recherches sur 3 qui se font sur ChatGPT ou Perplexity qui en a un autre ou Claude qui en a un autre, qui ont tout un peu leur saveur puis leur twist. Mais je pense qu'on va être dans la démocratisation, l'utilisation de l'AI, un peu tout le monde. On l'a dit un peu tantôt, Google, bon, ils ont sorti Gemini 2, c'est la course en ce moment, mais cette course-là va faire qu'il va y avoir une adoption de masse qui est enclenchée présentement. Là, plus que juste nous autres, les tech geeks là, qui vous parlent. Là. Ouais. Fait qu'il y a ça. Sinon, ça ressemble à ça, mais c'est sûr qu'on va venir au jeu. Vos valeureux hôtes s'assurent de pouvoir vous tenir au courant de toutes les nouvelles technologies qui vont s'en venir. Oui, je pense que ce que ça fait, c'est que ça fait juste nous donner, comme tu dis, un peu de l'essence, parce que je pense que ça va être le fun pour nous là, de pouvoir commenter et d'analyser un peu ce qui va ressortir là, parce que j'ai l'impression si on regarde ça il y a 5 ans, mettons, on se ramène il y a 5 ans, oui, il y avait de l'évolution, oui, il y avait des choses qui sortaient, mais je pense que là, on est vraiment dans comment dire, on a dépassé, ça va être une année charnière. Là. Je pense qu'il va y avoir du gros développement qui s'en vient, fait qu'assurément, il y aura beaucoup de choses à dire. Mm-hmm. What a great time to be alive. Puis ça n'a jamais été aussi vite que ce que ça se passe maintenant. Alors, les amis, c'est normal d'être un peu dépassé par la situation. Ce n'est que le début. Là. Voilà, puis si vous n'avez pas vu cet épisode en vidéo, je vous invite fortement à aller voir le très beau background du mur de Simon qui a exposé là, les très belles revues de Wired, absolument fabuleuses. Donc, Simon a relevé la barre là, sur qu'est-ce qu'on peut voir sur la version vidéo. Et moi, je vous dirais que c'est un peu plate, mais je vais essayer de faire un effort pour les prochaines fois. Oui, on s'améliore. Nos studios maison s'améliorent de jour en jour, d'épisode en épisode. Oui, puis d'ailleurs, on se rend compte qu'au-delà du principe qu'on aimait bien se voir pour enregistrer les épisodes, que le fait de pouvoir les faire à distance, ça va bien, hein, right? Je pense qu'on est capable de le faire. Puis ça nous permet d'aller peut-être générer un petit peu plus d'efficacité puis de vélocité. Donc, on va essayer de voir justement de quelle façon est-ce que nous, on va peut-être rendre ça comme un rendez-vous planifié plus assidûment à notre agenda de façon à pouvoir vous fournir un épisode, encore une fois, peut-être sur une base plus précise. Exactement. Moi, je pense, hein, ça. Oui, absolument. On est déjà sur un bon target. Là. On est sur on sort à peu près quelque chose aux 2 semaines pour l'instant. Ouais. On va voir la vélocité à laquelle elle a, mais c'est sûr que ça a une certaine facilité de faire ça en ligne. On a, par contre, dans le calendrier, certaines volontés d'inviter. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à des épisodes studio. Non. Merci à notre partenaire La Console aussi qui nous propose des studios super pour enregistrer nos épisodes. Fait que, il va y avoir un merveilleux mélange de tout ça, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent pour l'année prochaine. Donc, on ne manquera pas de sujet. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Super. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin de cet épisode, bien, merci d'être là. Puis, profitez-en pour vous reposer. Toi, c'est Joe, là. Je pense que là, on ne se l'est pas trop dit, mais je pense qu'on va prendre ça mollo jusqu'à début janvier. Absolument. Puis, on va vous revenir en force au retour du temps des fêtes. Prenez le temps d'écouter, justement, puis de vous amuser peut-être à parler avec mon oncle et ma tante, là, justement, de l'intelligence artificielle et ces affaires-là. Je pense que ça peut être quand même assez drôle de voir un peu comment ils perçoivent ça. Oui, parce que c'est sûr qu'ils ont une perspective peut-être différente de la vôtre. Absolument. Voilà, je vais faire un vilain plaisir de mon côté. Oui, pareillement. Cool. Bon temps des fêtes à tout le monde, puis on se reparle en 2025. Ça marche. Salut, Joe. Salut, bye.